s'il arrivait que le chef de l'État meurt, les Camerounais risquent d'être informés de sa mort peut-être 1 an plus tard. Et il y a des gens qui s'organisent en conséquence. Nuit des longs couteaux, je ne sais pas trop. Parce que je ne le souhaite pas. Monsieur Biya, aujourd'hui, est en train d'achever son mandat. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce mandat-là arrive à son terme, que des élections libres et transparentes soient organisées en 2025 et que le meilleur remporte. Parce que il ne faut surtout pas souhaiter aujourd'hui qu'il y ait cette guerre de longs couteaux. Il ne faut pas le souhaiter. C'est la pire des choses qui pourrait arriver au Cameroun. Ça aura des conséquences énormes. Mais, naturellement. Naturellement, avec des dégâts collatéraux. Vous pensez que dans cette nuit de longs couteaux, moi, d'actuel de l'opposition, je suis épargné? Puisqu'ils vont s'attaquer à tout ce qui pourrait être leurs futurs adversaires. Vous pensez que M. Kamto sera en sécurité? Que non. Non, non, ne le souhaitons pas. Même si les prémices sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a introduit cette émission avec une image de Samuel Eto'o en train de, on va dire, de reprendre ses joueurs dans les vestiaires. J'aurais souhaité également voir une image de M. Biya en conseil de ministres, en train de reprendre ses ministres. Parce que ce qu'il se fait là n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est soit vous vous rangez d'un côté, à ce moment-là, vous attendez les répercussions de l'autre côté. Mais on va où? On va où? On ne peut aller nulle part comme ça. Donc, moi je dis, nuit des longs couteaux peut-être, mais je ne le souhaite pas. Je préfère encore que le capitaine du bateau ou le pilote rentre en scène et puisse rétablir l'ordre. C'est important et pour la survie de notre pays et pour la survie de nos institutions. Alors, ce monsieur qui a la présidence de la République comme secrétaire général, il pêche, pas il pêche. En fait, il y a 3 éléments qui concourent en sa défaveur. 1, c'est le contexte. Nous sommes dans un contexte d'alternance ou d'alternative du pouvoir. C'est-à-dire où tout le monde regarde déjà qu'est-ce qui va arriver à Paul Biya bientôt. Est-ce qu'il va laisser l'affaire? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que... Alors, il y a des appétits qui se sont vraiment rendus démesurés. À la fin, tout acte que le SGPR proposé ne peut être vu à 80% du moins, à une large proportion, comme étant un acte vers le siège. C'est-à-dire qu'il veut profiter de sa position pour pouvoir remporter la mise du siège final. De 2, c'est qu'il y a aussi lui-même. Il y a aussi lui-même. C'est-à-dire que dans le circuit, on a comme l'impression, et c'est ce qui transparaît, qu'il a des protégés. C'est-à-dire des gens qui bénéficient de ses faveurs et dont on sait que non, c'est l'homme du secrétaire général de la République, et voilà, ainsi de suite. On se dit donc, bon, si quelqu'un déjà à cette position-là est partisan, c'est-à-dire qu'il a des enfants ou des amis dans le circuit, on ne défend à personne d'avoir des amis, mais des choses, c'est que l'homme lui-même s'est redéployé dans une santé politique dont il avait besoin. Parce qu'en fait, SG du Mirex, ce monsieur n'avait jamais été ministre avant d'aller SGPR. C'est un fait qui paraît banal. Mais les SGPR sous Paul Biya ont d'abord été ministres avant d'arriver à ce poste-là. Du moins pour l'essentiel que moi je sache. C'est monsieur qui part de SG d'un ministère, c'est-à-dire il avait plastronné dans l'administration pour bondir SGPR. Son parent donc étant parti en 2018, je parle sur votre contrôle, ou 2019, je ne sais plus, il a fallu qu'il trouve un autre parent dans le circuit pour résister. Parce que c'est aussi ça. Parce que regardez sa manière de fonctionner. Entre 2011 à sa nomination et jusqu'en 2018 au départ de son parent, c'est un monsieur qui était pratiquement invisible. C'est-à-dire qu'effacé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette affaire de sur haute instruction de ceci, même si ça s'écrivait, mais on ne sentait pas monsieur bouillonner de n'importe comment. Mais c'est après le départ de son parent comme ça, on a senti comme cette émancipation-là, ce libertinage entre guillemets administratif où la moindre des choses, c'est le président a dit, il faut faire, ainsi de suite. Et on comprend aussi que, bon, à un moment, il a dû se retrouver d'autres alliances qui, justement, peut-être sont payantes aujourd'hui. Je voudrais d'abord, dans mon premier jet, faire comprendre la psychologie de l'homme. Pour qu'on ne se dise pas qu'en fait, il en fait un peu trop. Mais je crois qu'en fait, dans cet esprit, ce n'est pas lui la faute. C'est la faute du président.
C'est-à-dire que le président a bien compris, et vous l'avez dit le 6 novembre, je crois que c'est M. De Troyes qui le rappelait encore le 6 novembre, et lui aussi, 2018, que ce septennat sera le plus important. Donc, en d'autres termes, c'est que lui, il savait déjà, Paul Biya, qu'il est déjà âgé. Il ne peut plus faire des choses comme avant. Donc, vous comprenez qu'il a donc permis au RGPR d'utiliser à fond la délégation de signatures qui se retrouve dans cet arrêté-là. Aujourd'hui, Paul Biya peut se reposer. Si vous me permettez de sortir, M. Bouba, pour dire qu'une fois que j'ai parlé du RGPR, vous allez donc poser la question, quand vous posez la question, qui dirige? Parce qu'en fait, je ne veux pas donner l'impression que c'est le RGPR qui est le seul problème. Le problème aussi, c'est qu'en face de lui, il a aussi d'autres chefs de réseau. Je ne vais pas dire des chefs de gang, parce que je vais dire des chefs de réseau. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés les membres des autres membres du gouvernement qui sont un peu comme des oisillons, et les assimiler, les directeurs généraux, c'est-à-dire qu'on sait que tel directeur général, son père, c'est tel ministre, son père, c'est tel autre, ainsi de suite. Donc, il y a des cases comme cela. Et Paul Biya l'a bien voulu, parce qu'il faut bien comprendre la situation. Paul Biya n'a pas besoin aujourd'hui de sortir pour, comme l'aîné disait tout à l'heure, là, d'aller enlever les épaulettes à qui que ce soit. Quand il veut vous enlever les épaulettes, il utilise simplement un chef de gang ou un chef de lobby, et puis on vous règle votre compte. Et lui, maintenant, en dernier ressort, il se donne le plaisir d'achever le chef de gang. C'est comme cela que ça marche dans cette République. Je reviendrai peut-être sur autre. Bernard, entendre parler Valère Bessala, tout ceci est non seulement statutaire, et c'est fait à dessein par le président de la République qui voudrait assurer une transition. Exactement. Tout à l'heure, j'ai murmuré le terme transition comme M. Bessala parlait. Mais en termes de stratégie politique, je pense quand même qu'il y a des manquements qui se voient et qui apparaissent. Lorsque vous, et M. Bessala a très bien fait de sortir par là, parce que je serais rentré tout à l'heure par là, lorsque vous écoutez, lorsque vous faites l'exégèse de son discours, vous avez clairement l'impression que c'est le SGPR qui dirige le pays. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire de façon affirmée, mais il y a des choses qui se disent en off et qui nous interpellent, qui nous appellent à regarder. Et l'une de ces choses est, comme monsieur Diames, non j'oublie le nom, pardonnez-moi. Le bon Dachois. Monsieur Ngachoua le disait. Dachois. Ce bicéphalisme-là, en ceci que certains diraient, je ne fais pas bien ces propos-là, qu'il y a d'une part une personne autour de laquelle se cristallise une force et qui serait protégée de la première dame. Et d'autres personnes, ou un groupuscule de personnes autour de laquelle se cristalliserait une autre force qui serait des proches de longue date du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Je ne fais pas bien ces propos-là, je me fais un relais en quelque sorte. Donc à partir de là, on a l'impression que l'une de ces personnes-là, parce qu'ayant reçu délégation de signature, est un peu plus emphatique que les autres. Sauf que ces autres-là, du fait de leur âge, du fait de leur vécu et du fait de leurs histoires ou de leur histoire passée et affirmée avec le chef de l'État, considèrent cela comme un affront, disant que mais c'est qui ce genou qui, nouvellement arrivé là, veut nous griller la politesse, étant donné que nous avons de façon séculaire eu des liens très poussés, très prononcés avec le chef. En parlant de la délégation de signature qui se manifesterait de façon très poussée par le chef de l'État, là encore, je trouve humblement qu'il y a un problème. Parce que ça remet justement sur le devant de la scène la question de qui gouverne. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que entre le SG et le PR de toute structure, il y a bien une répercussion ou une application des directives et de la consigne. Sauf qu'en l'état actuel, entre le tempérament et le mode de gestion reconnu comme doux, comme passif et comme patient du chef de l'État, et le mode de fonctionnement un peu plus martial, un peu plus rigoureux et un peu plus mécanique du SGPR, est-ce qu'il y a concordance? Ça peut sembler problématique et ça peut prêter à interrogation. Et donc, en l'espèce, est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que les directives qui sont censées être appliquées relèvent de la douceur ou de la patience, ou alors de la rigueur ou de la martialité? On se demande encore. Et donc là, si on finit par conclure, qui gouverne, sincèrement? Puisqu'on sait que, de manière atavique, Paul Biya a toujours été quelqu'un d'un peu plus tempéré, plus pondéré, plus patient, plus permissif. Dans l'état actuel des choses, c'est pas vraiment ce qui transparaît. Je ne suis pas encore, entre guillemets, homme politique, encore, je ne le suis pas encore, mais
j'observe humblement. Tous les experts ont fini par le devenir. Pour le moment. J'observe, je me fais mes lectures douces, sans prétention aucune, et je me dis qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, tout à l'heure, M. Atemenge le disait, et il l'a dit de façon subtile, comme bon homme politique. Tout à l'heure, je me rapprocherai de lui, parce qu'il est très subtil dans ses prises de position, mais il dit des choses qu'il fait contourner. En réalité, aujourd'hui, on a une autorité qui est installée et une autorité qui est en train de s'installer. Et donc, ça crée véritablement beaucoup de problèmes dans le sérail. Alors, le bon Dachois, pour vous, vous avez commencé votre propos à dire que c'était un mandat du président de la République. Et pendant que Valère Bessala parlait des gangs, ou peut-être des clans, des réseaux qui s'affrontent, est-ce que vous avez le sentiment que c'est pas la nuit des longs couteaux? Parce que, est-ce que les uns et les autres, on va dire, les collaborateurs du chef de l'État, se disent que c'est le moment ou jamais de pouvoir mettre la main sur le pouvoir ou alors de se positionner au moment T? Alors, la nuit des longs couteaux où? Au sein du sérail, du régime, c'est bien ça? Régime. Vous savez, j'ai écouté tout le monde tout à l'heure avec beaucoup d'intelligence. J'ai écouté tout le monde. Et à la question qui gouverne le Cameroun, j'attends toujours d'avoir une réponse. J'attends toujours d'avoir une réponse. On comprend bien qu'en ce moment, le Cameroun n'est pas gouverné. Ou alors, on va prendre le risque de Valère en disant c'est gouverné par des réseaux et des gangs, c'était bien ça. Ah non. Ah non. Parce que j'ai entendu, c'est le président qui gouverne, mais il a laissé faire les réseaux. Oui, la traduction se fait voilà. très mal. Ah ouais. Non, vous savez, j'ai écouté un aîné, il n'y a pas longtemps, dire, avec beaucoup de fermeté, que s'il arrivait aujourd'hui que le chef de l'État meure, on ne le souhaite pas, mais on est tous des êtres humains. S'il arrivait que le chef de l'État meure, les Camerounais risquent d'être informés de sa mort peut-être 1 an plus tard. Et il y a des gens qui s'organisent en conséquence. Nuit des longs couteaux, je ne sais pas trop, parce que je ne le souhaite pas. Monsieur Biya, aujourd'hui, est en train d'achever son mandat. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce mandat-là arrive à son terme, que des élections libres et transparentes soient organisées en 2025 et que le meilleur remporte. Parce que il ne faut surtout pas souhaiter aujourd'hui qu'il y ait cette guerre de longs couteaux. Il ne faut pas le souhaiter. C'est la pire des choses qui pourrait arriver au Cameroun. Ça aura des conséquences énormes? Mais, naturellement, avec des dégâts collatéraux. Vous pensez que dans cette nuit de longs couteaux, moi, d'actuel de l'opposition, je suis épargné? Puisqu'ils vont s'attaquer à tout ce qui pourrait être leurs futurs adversaires. Vous pensez que M. Kamto sera en sécurité? Que non. Non, ne le souhaitons pas. Même si les prémices sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a introduit cette émission avec une image de Samuel Eto'o en train de, on va dire, de reprendre ses joueurs dans les vestiaires. J'aurais souhaité également voir une image de M. Biya en conseil de ministres, en train de reprendre ses ministres. Parce que ce qu'il se fait là n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est soit vous vous rangez d'un côté, à ce moment-là, vous attendez les répercussions de l'autre côté. Mais on va où? On va où? On ne peut aller nulle part comme ça. Donc, moi je dis, nuit des longs couteaux peut-être, mais je ne le souhaite pas. Je préfère encore que le capitaine du bateau ou le pilote rentre en scène et puisse rétablir l'ordre. C'est important.
et pour la survie de notre pays et pour la survie de nos institutions. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, on doit dire qu'au-delà de tout, le président est légaliste. Il a mis en place quand même toutes les institutions pour, en cas de vacance de pouvoir. Donc, il n'y a pas lieu de craindre de quoi que ce soit quand même. Je crois que d'abord les craintes sur la question qui gouverne. Dans un pouvoir, c'est vrai que certains le qualifient de semi-présidentialiste. J'avais assisté à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Moele Kombi, justement, qui lui-même... Je ne suis pas Moele Kombi, parce que vous non, c'est pas vous. Peut-être que vous avez sa moustache. Lui qui est grand spécialiste de cette nouvelle, il avait eu du mal à nous définir précisément, parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans les textes. Je crois qu'on gagnerait à les relire souvent. C'est le chef de l'État, président de la République, qui gouverne au Cameroun. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui gouverne. Il n'y a pas de... Et comment est-ce que vous ressentez ça? Il n'y a pas de délégation de signature autant que ça. Parce que il y a des répercussions, traductions des orientations de la politique sur haute instruction. Ce n'est pas une délégation de signature, c'est juste le messager en ce moment-là. Mais le secrétaire général de la présidence de la République a délégation de signature, comme le secrétaire général de l'Élysée. C'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République qui va signer les décisions d'affectation du personnel de la DAG à la présidence. Ce n'est pas le président de la République qui va signer les décisions d'avancement du personnel administratif. Mais les textes sont faits de telle sorte que, néanmoins, le secrétaire général de la présidence de la République, par les textes, a un rôle très important dans le gouvernement, dans l'activité gouvernementale qui est dirigée par le chef de l'État. Rôle administratif, parce que même quand il s'agit du pouvoir régalien du chef de l'État, des ministères délégués, mais de souveraineté tels que la défense, la sûreté, le volet administratif est toujours coordonné par le secrétaire général de la présidence de la République. Les autres ministères qui ne sont pas de souveraineté, c'est le secrétaire général de la présidence, à la présidence qui coordonne la politique du chef de... qui traduit et qui transmet, qui coordonne le fonctionnement administratif et même politique de ces départements ministériels sectoriels. Donc, il a un rôle principal aux côtés du chef de gouvernement. Donc, les deux, oui. Je veux pas l'aspect réglementaire... C'est pas que j'ai... Juste une relance. Juste pour comprendre. Je veux bien. On a des textes. On a des textes de délégation, on a des textes d'un ensemble de choses. Mais tout ce que nous on veut, tout ce que les Camerounais veulent, c'est de ressentir qu'ils ont un chef d'État qui est présent. Ce n'est pas tant dans les textes. Nous avons tellement de challenges aujourd'hui. Nous sommes confrontés à tellement de choses que les Camerounais veulent ressentir leur chef d'État. Que les Camerounais veulent se rassurer qu'il est encore à mesure de gérer. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé le 20 mai, avec le défilé produit et diffusé par la télévision nationale, avec des images, au moment où on attendait de voir le chef de l'État, des images de Yaoundé en vue aérienne, on commence à se poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de questionner nos textes. Il s'agit de savoir si M. Biya a encore je veux dire, toutes les facultés pour continuer à diriger le Cameroun. D'accord, merci pour cette précision. L'activité gouvernementale est bien organisée. Chacun a son domaine de compétence. Le chef de l'État n'a jamais délégué une signature qui relève de sa compétence. Au mois de mai, si vous allez au niveau des sites la présidence de la République, vous verrez qu'au mois d'avril, il a signé une trentaine de textes qui relèvent de sa compétence, loi ou autre chose. Au niveau du mois de mai, pareil, nous sommes en juin, il en signe tous les jours. Ce n'est pas le secrétaire général, la présidence, ni le Premier ministre qui signe. Le Premier ministre, de son côté, a son pouvoir réglementaire. Il signe ces textes qui relèvent de sa compétence. Le secrétaire général fait son travail. Le travail gouvernemental n'est pas que le cinéma que vous revendiquez. Je crois qu'il y a une organisation qui est institutionnalisée. Il faut insister sur les institutions et pas sur le folklore. Et c'est ça qui... Quand vous insistez sur le folklore, ça personnalise les choses, ça devient une question de personne. Si nous voulons évoluer vers
pas un guide, pas un doucher, pas un fourreur. Là, c'est l'individualisation. Il faut dépersonnaliser. Non, le guide, c'est pas l'individu. Non, c'est pas l'individu. Ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes d'individu. Ce sont des symptômes. Non, ce sont des symptômes. Dès lors que. D'accord. Dès lors que quelqu'un sort avec un nom spécifique, moi, ça me fait peur. Mais je pense qu'il faut éviter la théâtralisation et rester sur les institutions, ce que prévoient les textes. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le secteur général de la présidence joue un rôle pivot dans l'activité gouvernementale. Alors, Valère, ce sont les textes qui le disent. Valère, Bessala, quand on regarde un peu le dénouement de l'affaire groupe Anecdote et la direction générale des impôts, vendredi dernier, Dame Emeline Vogo a été relaxée, alors que dans des correspondances confidentielles, on avait vu une réaction du ministre d'État, garde des Sceaux, qui s'est respecté. Finalement, Dame Vogo a été libérée. Ça veut dire, effectivement, le président avait donné des instructions téléphoniques. Non, je crois qu'il faut lire entre les lignes. Quand le ministre de la Justice écrivait en retour au secrétaire général, à la présidente de la République, je parle sous votre contrôle, la lettre s'est baladée, c'était pour d'abord, la première phrase, c'était lui dire « J'ai effectivement reçu votre appel téléphonique, me demandant de faire ci. Mais je vous informe qu'en fait, l'affaire, et il donnait la date, je crois, du 6. Oui, mais le 6, justement... Non, j'explique d'abord la lettre. J'explique d'abord la lettre. Il y a eu un verdict quand l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure. Oui, mais là, maintenant, c'est le petit comité des juges en charge de l'affaire qui a décidé de renvoyer. Mais j'explique d'abord ce que le ministre de la Justice disait au ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République. Ça donnait l'impression de lui dire, en fait, allez vous balader, quoi. Je laisse, la justice est indépendante. J'ai résumé la lettre, en fait. La justice est indépendante. Attendez que la justice fasse son travail. Donc, elle a été effectivement libérée. Au lieu du 6, le comité a dit 4 jours plus tard, on se retrouvera. Ils se sont retrouvés et ils ont libéré la dame. Donc, on peut déjà subodorer de prime abord que la justice a fait son travail en âme et conscience. OK? C'est-à-dire ce que tout le monde voit. Mais au fond, on comprend que les instructions ont été répercutées et en fait, le ministre de la Justice a juste trouvé un moyen juridique et institutionnel pour libérer la dame. C'est-à-dire que ça aurait été très flagrant d'appeler aujourd'hui au téléphone et l'instant d'après ou l'heure d'après, on dit allez, faites sortir Madame Emeline, vous comprenez un peu. Le ministre de la Justice serait quand même dans ses petits souliers. Vous voyez? Donc pour sauver aussi son honneur, il a fallu quand même qu'il laisse poursuivre l'affaire et que peut-être lui-même il donne instruction au petit comité des juges pour dire bon voilà, j'ai quand même repoussé à ce que vous avez décidé pour le 6 juin, mais il faudra le faire. Et ça a été fait. Mais toute la question reste entière, c'est-à-dire celle que vous avez posée. Moi, je voudrais qu'on se comprenne. Parce que M. Datois, il dit de très bonnes choses, mais je suis quand même surpris qu'il a apprécié tout à l'heure que le président de la FECAFOOT ait fait ce qu'il faisait, mais il veut aussi que le président de la République fasse la même chose. Non, le football, c'est pas un pays. Imaginez. Non, je comprends, c'est juste pour vous titiller, c'est juste pour vous titiller. Pour dire qu'en fait, ça marche simple dans l'administration. Il y a des instructions verbales. C'est-à-dire que un chef dit à son collaborateur, tu fais ceci. Tu dis à tel de, monsieur le président, il prend son téléphone, il lui dit. C'est le cas du ministre de la Justice, qui dit effectivement que sur votre appel téléphonique de, voilà, vous comprenez? Elle a été libérée, parce que c'était un appel téléphonique, il aurait pu écrire. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même peut-être une urgence. Mais le RGPD a le choix du mode de transmission du message du président. Message oral. Vous comprenez? Il peut aussi décider donc d'écrire, c'est-à-dire pour donner un peu plus de poids à l'instruction. Parce qu'il faut faire très attention. Il peut arriver des ministres qui sont rebelles. Ou alors, il peut aussi arriver que le ministre en question n'est pas quelqu'un que le RGPR peut gérer d'une certaine façon, par le téléphone. Ou bien alors que le RGPR peut-être n'est pas toujours en odeur de sainteté avec ce ministre. Donc, il ne peut pas l'appeler au téléphone. Il faut faire très attention, parce que l'administration, c'est comme la vie en famille. Hein. Il décide donc d'écrire. Et ça lui fait une preuve le moment venu au cas où le ministre ne s'exécute pas pour dire au président, voici la lettre que je lui avais adressée, voici l'accusé de réception, la décharge dans ses services, et s'il n'a pas respecté vos instructions, je me décharge. C'est comme ça que ça m'a donné, il y a deux voies. Pour dire donc quoi, M. Datois? C'est le président qui dirige. Le président dirige comment? Dans l'administration, vous savez, il y a deux façons de diriger. Soit vous faites tout par vous-même, c'est-à-dire vous êtes un omni-chef, vous êtes partout, on vous voit partout, au début, au milieu, à la fin de tout, vraiment, vous pompez les yeux. Soit alors, vous vivez en retrait.
et vous responsabilisez vos collaborateurs. Cette deuxième technique d'administration a plus d'avantages que la première. Parce que quand vous êtes en retrait, vous avez le temps de voir vos collaborateurs avancer. Vous pouvez rectifier leurs orientations, leur trajectoire, mais surtout, à l'échelle du pouvoir politique, vous avez la capacité et la possibilité de voir et de lire les intentions des uns et des autres à travers leurs amitiés dans le sérail et leurs accointances. Faites très attention. C'est pour cela que vous allez donc voir ceci. Eh bien, il y a la copie du président Ahidjo. C'est-à-dire que le président a coupé le Premier ministre de la ligne directe administrative. Faites très attention. C'est pour ça qu'un secrétaire général de la présidence de la République n'écrira jamais au Premier ministre. Il écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Le président reçoit son Premier ministre, je ne sais pas si le jour a changé. Bref, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis, en principe. Vous voyez? Il reçoit le ministre de la Défense un autre jour de la semaine. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'il faut donner des instructions au Premier ministre, le Premier ministre a la possibilité soit d'appeler le président de la République, soit le président de la République fait appeler son Premier ministre par les voies que lui seul connaît. Vous comprenez? Vous ne verrez jamais une correspondance dans ce sens. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le secrétaire général de la présidence de la République est non seulement chargé de la gestion de la présidence de la République, qui est d'ailleurs une administration comme tous les autres, dont un ministère, parce que la présidence de la République, c'est un ministère comme tous les autres, donc un chapitre budgétaire pour ceux qui sont au niveau des finances, comme tous les autres ministres. Il gère la présidence de la République, et le ministre de la présidence de la République, c'est le président de la République lui-même. Comme tous les autres ministres, il est d'abord ministre de la présidence de la République. C'est-à-dire, il gère le personnel, il gère l'administration, il gère le budget, il gère tout ce que vous voyez. Vous comprenez? Maintenant, à l'extérieur, dans les relations avec le reste des membres du gouvernement, le reste de l'exécutif, il confie donc à travers cette délégation de pouvoir ou de délégation de signature au secrétaire général de, comment dire, d'apprécier les affaires apportées à son attention. Vous comprenez? C'est là où donc le bas commence à blesser et les subtilités s'installent. Je sors donc sur la question des bisbilles dont vous avez parlé, parce que j'ai déjà réglé, du moins j'ai déjà parlé de l'affaire en amont, pour dire que l'affaire Emeline Vogel, l'anecdote ne renvoie qu'à une simple affaire. C'est le conflit des réseaux, comme je l'ai dit. Et le président dirige donc comment, monsieur Datoua, je réponds donc à votre question maintenant, et je sors rapidement, pour dire quoi? Regardez simplement dans l'establishment, je vous fais faire un carré, bah, pas un carré, un rectangle. Le président de la République a nommé un ministre de la Justice, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un fidèle des fidèles. Le ministre de la Justice, c'est un fidèle des fidèles du président. Il ne faut pas vous amuser. C'est un monsieur qui mettrait sa main au feu pour le président de la République. Et ce n'est pas pour rien que le président l'a maintenu comme ministre de la Justice à ce poste-là, pendant tant d'années. De deux, c'est qu'il nomme une autre magistrate au contrôle supérieur de l'État. Faites très attention. C'est-à-dire qu'au cas où son ami viendra à le décevoir par la machine judiciaire, peut-être qu'il pourrait corrompre lui-même, peut-être pour ses appétits ou pour ses accointances. Il y a le contrôle supérieur de l'État. C'est pour ça que vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec l'affaire cabinet à tout. Vous avez vu comment on a vu une discordance de position entre la position de la justice et la position du ministère des contrôle supérieur de l'État. Donc il place cette dame là-bas, une autre magistrate, en termes de statut et en termes d'action sur le judiciaire. Parce qu'il y a aussi un volet judiciaire au niveau de ce ministère-là. Et vous voyez ce qui se passe. Il élève le ministre secrétaire général de la présidence de la République au rang de ministre d'État en 2019. C'est pour dire quoi? C'est pour dire maintenant qu'il pourra parler en son nom, même à ceux à qui il ne parlait pas avant. Parce qu'il y a toujours une hiérarchie, même si on parlait d'ordre protocolaire entre les ministres. Un ministre, c'est un ministre. Un ministre n'est pas un ministre d'État. Un ministre, c'est un ministre d'État. Il faut faire très attention. Vous voyez? Quand il y a donc un conflit entre les deux, regardez comment ça se passe. On sort par là. Vous avez le ministre de la Défense, qui est d'un côté. Vous avez le DGSN, un autre fidèle des fidèles, qui peuvent neutraliser la machine, c'est-à-dire les deux machines qui peuvent être mobilisées, soit par le ministère de la Justice, soit par le secrétaire général de la présidence de la République. Je prends un simple cas. Regardez simplement ce qui se passe. Vous avez vu par exemple le cas Lieb Limal, le monsieur qui est parti en Centrafrique là. Il est récupéré par la police à l'aéroport, on le met à la disposition de la justice, on ne sait pas par quel moyen il se retrouve en Centrafrique, il est parti. Vous comprenez? Action de la police, action du judiciaire. Vous regardez l'affaire dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Mme Emeline Vogel. Elle est récupérée par la justice et c'est l'administratif, c'est-à-dire le réseau inverse, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République qui vient agir dans ce sens-là pour demander sa libération. Donc, il y a comme une neutralisation de ces deux réseaux. Et remarquez très bien que dans toutes ces bagarres-là, le Premier ministre n'apparaît nulle part. Même dans l'affaire du Covid, regardez ce qui s'est passé. Le président de la République a distribué l'argent du Covid à tous les ministres presque. Il n'en a pas donné au ministre de la Justice. Il n'en a pas donné au Premier ministre lui-même.
Et ça fait que le Premier ministre est resté neutre dans cette affaire-là pour pouvoir arbitrer le moment venu. Mais le président faisait quoi? Parce que vous dites que le président ne dirige pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait au Premier ministre de prendre un arrêté. Il demandait au Premier ministre de dire que le Covid est terminé et qu'on doit ouvrir les bars. Le Premier ministre prenait les arrêtés pour cela, vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'en fait, justement, c'est donc pour dire qu'en fait, M. Bouba, le président de la République dirige, il a juste choisi l'autre méthode qui est la méthode du retrait, afin de pouvoir s'assurer que les réseaux s'entremêlent entre eux et lui permettent de voir au clair dedans afin de pouvoir tirer des vraies solutions pour le Cameroun. Alors, Bernard Basson, finalement, le président garde la main, écoutez les uns et les autres, mais avec des techniques un peu... Oh, ces techniques ne sont pas nouvelles. Lorsque vous avez à charge des personnes aux intentions différentes, le meilleur moyen est de les mettre en conflit. Vous êtes sûr de rester protégé. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles se combattent, chacune cherche à apparaître bien sous vos yeux, et donc forcément vous restez protégé. Donc c'est Machiavel, diviser pour mieux régner. Bon, faisons comme si on n'a pas lu ce livre-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une stratégie, et on sait très bien quel est le livre du chef de l'État. Donc techniquement, est-ce qu'il garde la main sur certains aspects? Oui, des aspects hautement administratifs et purement subtils. Mais sur le reste, il y a un abandon du Cameroun à celui qui est le plus près de la gestion des choses courantes. Ça, c'est ce que moi je pense. Et pourquoi? Vous voyez, il y a 3, 4 ou 5 ministères d'État, 4 ou 5 ministres avec qui il a peut-être des liens directs. Et le reste, c'est justement aux ministres-là qui, souvent par cooptation, par réseautage, de M. Bessala, des fonctionnaires, comme a dit l'autre, ou par affinité, réussissent à arriver à cette fonction-là. Et comme il a dit, il y a très bien des ministres papillons qui, en réalité, sont cooptés par d'autres ministres plus près du chef de l'État. Donc, est-ce qu'il garde la main? Moi, je pense que sur 2-3 aspects techniques, notamment ceux qui ont trait à la conservation de son pouvoir, comme la sécurité, la justice, la défense techniquement. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour continuer sur cette thématique, mais on pourra revenir encore, ça reste d'actualité, ce qui va nous amener à aborder un autre thème qui concerne également la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment avec une autre frappe des Amazoniens, un dit-tapon, c'est dans la région de l'ouest, et dans le département du Noun, 5 soldats sont tombés nuitamment, soldats des gendarmes du GEPIC, du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, une force d'élite spécialisée et qui pour la première fois prend donc un coup, un sérieux coup depuis le début de cette crise, avec à sa tête d'ailleurs ce jeune lieutenant Prismo, très connu, très vaillant d'ailleurs, connu par ces éléments à qui nous rendons hommage, avec d'autres gendarmes également qui sont tombés suite à cette frappe. Mais la question qu'on se pose quand même, une frappe qui a duré de 22 heures jusqu'à 3 heures du matin, sans qu'il y ait une intervention, un renfort venu du Koutaba, le BETAP, le bataillon aéroporté, qui est à un jet de pierre de cette localité-là, on parle d'environ 30-45 minutes, aurait pu apporter une aide à ces jeunes qui ont été tués, attaqués par des lance-roquettes. On parle de 2 lance-roquettes qui ont quasiment mis KO ces éléments-là. Du coup, on crie au scandale, le bon d'Achua, on parle de complicité, on parle même encore de sacrifiés. Comment est-ce que vous avez vécu cette actualité? Bon, déjà, moi, je présente mes condoléances aux familles des disparus. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a d'ailleurs commis un communiqué sur le sujet. Monsieur Bouba, vous abordez la question sous un angle que je qualifierais ici d'un angle délicat. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que je viendrai commenter des stratégies de guerre dans un conflit comme celui-là de la part de notre armée. J'ai suivi une vidéo, ou bien un audio qui circule sur les réseaux sociaux
Et ce qui s'y dit est très grave. Alors, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je vais être assez prudent, mais je vais simplement demander, et je pense que les Camerounais vont s'accorder là-dessus, à ce qu'il y ait une communication gouvernementale ou une communication de notre armée pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé, parce que dans tous les cas, c'est 9 de nos vaillants soldats qui sont morts, et rien ne dit, comme depuis le départ, que ça va s'arrêter à ce niveau. Et j'en profite donc, puisque vous me donnez l'occasion, une fois de plus. Si on était au quartier, j'allais dire vraiment, on est fatigué de cette affaire. On est fatigué de cette guerre. Depuis 2016, je ne sais pas si les chiffres peuvent réveiller M. Biya. Depuis 2016, c'est plus de 3000 Camerounais qui ont perdu la vie dans cette guerre. Que ce soit du côté de nos forces de maintien de l'ordre, que ce soit du côté